Ce podcast vous est présenté par Veolia. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Le Champ des Possibles, un podcast hors série consacré aux défis de l'agriculture face à la transition écologique. Un podcast qui explore comment le secteur agricole s'adapte, innove et se réinvente face aux enjeux climatiques. Alors pour ce 4e épisode, nous nous penchons sur une ressource essentielle, l'eau comme pilier de tout modèle agricole. Alors si la France ne connaît pas encore de tension hydrique majeure, une prise de conscience tardive sur la gestion de cette ressource pourrait avoir des conséquences dramatiques. Comment garantir un approvisionnement en eau stable tout en adaptant une gestion plus raisonnée, plus durable ? Nous en discutons maintenant avec nos invités et j'ai le plaisir d'être entourée de Maëlène Poitrenaud, qui est responsable innovation et développement activité agriculture chez Veolia. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille. Et à ma droite, Éric Frétillère, qui est président des Irrigants de France. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Merci, bonjour. Je suis également agriculteur, ce qui est important de rappeler. Maëlène Poitrenaud, on va commencer avec vous. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous dire quelle est la situation actuelle des ressources en eau en France ? C'est vrai que ce que je disais dans cette introduction, c'est que la tension hydrique n'est pas encore à son comble en France. Ce n'est pas quelque chose dont on parle quotidiennement. Où se situe la France aujourd'hui par rapport à ça ? Alors, si vous me posez la question aujourd'hui, en ce début 2025, la pluviométrie est plutôt excédentaire au global, vous l'auriez remarqué. Mais par contre, c'est très inégal, puisqu'on a des niveaux de stress hydrique dans le sud de la France. Il y a un déficit de 40% dans Languedoc-Roussillon et ça atteint 70% dans les Pyrénées-Orientales ou dans l'Aude. Donc des disparités très fortes sur la France, même aujourd'hui, alors qu'il pleut quand même beaucoup. Et si on se porte un petit peu plus en arrière, vous vous souvenez, 2022-2023, des années très difficiles. En 2023, il y avait 75% des nappes qui étaient en dessous des normales saisonnières et 68 en situation préoccupante. Et en 2022, vous vous souvenez, il y avait 93 départements qui ont connu des arrêtés sécheresse tout au long de l'été. Donc des situations qui varient selon les années, mais avec de plus en plus d'années où la sécheresse se fait ressentir. Éric Frétillère, est-ce que vous pouvez tout d'abord rapidement nous rappeler ce que les missions des Irrigants de France ? Et puis après, on va aller un peu plus en détail sur les agriculteurs et leurs préoccupations par rapport à cette question. Alors, Irrigants de France est une structure nationale qui représente l'ensemble des agriculteurs français, 81 000, qui sont répartis par association, soit des associations d'irrigants départementales ou également des filières. On retrouve aujourd'hui toutes les filières. Et ce qui est tout à fait représentatif de l'adaptation au changement climatique, c'est qu'aujourd'hui, on se cantonnait, Irrigants de France, à beaucoup de départements du sud-ouest et du sud. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la France qui est impacté et on voit l'intérêt que portent tous les départements à la gestion de l'eau et même toutes les filières, que ce soit le maraîchage, l'arboriculture, l'horticulture, toutes ces filières adhèrent à Irrigants de France. Justement, alors, est-ce qu'ils sont préoccupés par la question ? Est-ce que c'est quelque chose dont ils vous parlent ? La gestion de l'eau, est-ce que c'est quelque chose dont il vous parle régulièrement ? Oui, bien entendu, parce qu'un des enjeux majeurs, le monde agricole est en première ligne du changement climatique. On le vit et on est habitué à travailler et à vivre avec la météo, et donc ça a un impact colossal. Alors, qu'est-ce que c'est le changement climatique ? En fait, c'est l'augmentation des températures qui est avérée, on le constate chaque année. Ils le ressentent régulièrement sur le terrain. On le ressent régulièrement sur le terrain. Et puis surtout des chaleurs très précoces. On verra peut-être après les impacts de ce changement climatique sur l'agriculture. Mais ça a des impacts très pervers parce que l'augmentation des températures dans des printemps précoces pose des problèmes beaucoup plus tard. Et ensuite, l'eau. Alors, l'eau, si on regarde ce qu'annonce le GIEC, il y a une étude tout à fait intéressante d'Explore 2 qui vient de sortir. Le volume d'eau, il reste constant sur Terre. C'est sa répartition dans l'espace et dans le temps qui est différente. À l'échelle de la France, a priori, le volume d'eau, il va rester le même, avec un peu plus d'eau dans le nord de la France et un petit peu moins dans le sud. Donc, cette répartition... Si on regarde Explore 2, qui a fait tout un tas de scénarios, dans tous les cas, une chose qui est sûre et qui ressort, c'est que dans tous les cas, on aura plus d'eau en hiver qu'en ce moment. Donc plus d'eau en hiver, moins d'eau en été,
évidemment, la question du stockage, elle doit se poser de façon importante et sérieuse. Alors, c'est pas la seule solution, on l'abordera certainement tout à l'heure. Il y a beaucoup d'autres solutions, mais la problématique du stockage est une problématique essentielle pour répondre aux enjeux du changement climatique pour le monde agricole. Oui, bien sûr, on va revenir après sur les solutions. Juste à quel point, ça va être peut-être assez innocent comme question, mais à quel point les productions agricoles sont dépendantes de l'eau? Est-ce que toutes les productions agricoles, est-ce que justement, on a cité aussi quelques zones qui étaient différentes dans leur dépendance à l'eau, à quel point elles le sont? Alors, l'eau, c'est la vie. Et donc, en fait, il n'y a pas de production sans eau, ne serait-ce que pour la photosynthèse de la plante. Il faut de l'eau. Donc, l'eau est absolument indispensable. Et la problématique essentielle, c'est que l'agriculteur, pour produire, il a besoin de l'eau, souvent à un moment où il n'y en a pas, c'est-à-dire le printemps et l'été, un moment où il y aura vraisemblablement de plus en plus de sécheresse. Et c'est là où il faut amener l'eau, et donc, mais elle est absolument indispensable. Vous savez, vous prenez une exploitation agricole au mois d'août, en pleine sécheresse, qui n'est pas irriguée. Vous arrivez, c'est sec, c'est desséché, il n'y a pas de vie. Vous allez sur une exploitation agricole irriguée, où il y a de l'eau, vous avez de la vie, vous avez de la biodiversité, vous avez des flaques d'eau, vous avez des oiseaux qui viennent s'abreuver, etc. Et on voit que vraiment, l'eau, c'est un écosystème et que l'eau, c'est la vie. Maëlène Poitrenaud, on a commencé à dire les mots sécheresse, etc. Quels sont les impacts du changement climatique sur la ressource en eau qui est possible? Je vais compléter un petit peu ce qui vient d'être dit, mais vous avez bien abordé le sujet. On sait maintenant que le changement climatique va être surtout une intensification des épisodes intenses, justement. Donc, ça veut dire plus de pluviométrie en hiver, vous l'avez dit, et des périodes de sécheresse plus fortes en été. Et donc, ça veut dire effectivement une répartition de l'eau différente de celle qu'on a aujourd'hui et qui n'est pas forcément adaptée aux besoins de la plante. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, l'eau ne va pas arriver quand la plante a besoin de pousser, donc en été. D'où cette notion d'accès à l'eau et de besoin d'irrigation. Donc, les besoins en eau vont forcément être plus forts si la pluviométrie ne comble pas les besoins des plantes au moment où elles ont besoin de croître. Et puis aussi le phénomène d'augmentation des températures qui augmente l'évapotranspiration et qui va accentuer aussi le besoin en eau des plantes. Donc c'est cette évolution, même si le stock d'eau reste le même et si la quantité d'eau qui va arriver en France restera la même, la temporalité va faire que les besoins d'irrigation vont forcément croître. Et donc des nécessités de se poser la question de comment on fait pour gérer cette eau qui va être peut-être en excès en hiver et dont on va avoir besoin l'été, et quelles sont les autres solutions alternatives qu'on peut proposer pour avoir accès à l'eau. Est-ce qu'on a déjà observé des tensions significatives qui peut-être, vous avez cité il y a quelques années certains épisodes, est-ce qu'il y a vraiment eu un épisode marquant qui a peut-être éveillé les consciences? Alors on a vu il y a certaines collectivités dans le sud de la France qui ont été même en manque d'eau potable, donc c'est l'événement le plus marquant quand il faut ravitailler certaines collectivités en camion citerne pour les alimenter en eau potable, c'est qu'il y a vraiment un problème d'accès à l'eau et forcément ça va être prioritaire par rapport à l'irrigation. Éric Fréteillère, une manière d'optimiser la ressource et d'améliorer la gestion de l'irrigation. Est-ce que vous pouvez nous détailler quelles sont les solutions, les technologies possibles pour améliorer cette irrigation? Alors en fait, face à des enjeux tels que le changement climatique, il n'y a pas une solution miracle qui existe malheureusement. Donc c'est un panel de solutions qu'il faut trouver. Je fais juste un petit aparté parce que on est structuré Irrigants de France, je suis également vice-président d'Irrigants d'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est de se comparer aux autres pays européens. Et pour revenir à votre première question, lorsqu'on regarde l'abondance en eau, on se situe comme le deuxième pays européen derrière la Norvège au niveau de l'abondance en eau. Et on est dans les derniers pays par rapport à l'utilisation. Et ce qui est intéressant de se comparer avec les pays méditerranéens, je pense Espagne, Italie, Portugal, c'est des pays qui vont avoir le climat qu'on va avoir demain. Regardons ce qu'ils font. Alors, notamment au niveau de la réutilisation d'eau, notamment au niveau des transferts d'eau, notamment au niveau du stockage. Ils font des choses très bien, ils font des choses beaucoup moins bien. Regardons et appuyons-nous là-dessus. Alors, dans les solutions qui existent, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que le monde agricole a fait un effort colossal de 30% d'amélioration de l'efficience dans les 20 dernières années. Ça veut dire, en fait, on est passé du gravitaire, des lacs dans les montagnes, avec des cours d'eau qui datent d'ailleurs de l'époque napoléonienne, parce que l'irrigation remonte à très loin, aux Romains. Et donc, on irriguait les parcelles par ce biais-là. On est passé à l'aspersion avec des pompes pour pomper dans les cours d'eau. On a baissé les volumes de façon très importante. De l'aspersion, on est passé à la micro-irrigation. D'eau pour produire la même chose à l'hectare. D'accord. Et de l'aspersion, on est passé à la micro-irrigation.
de la micro-irrigation, aujourd'hui, on est au goutte à goutte. Alors, c'est pas valable dans toutes les productions, dans tous les secteurs, mais c'est pour vous dire la trajectoire dans laquelle on est. Alors, est-ce qu'il reste une trajectoire encore possible? Bien entendu. Moi, je crois beaucoup à tout ce qui est nouvelle technologie, à l'intelligence artificielle, adapté au monde agricole. Vous savez, aujourd'hui, on parle de périodes de sécheresse qui vont être compliquées à gérer. Aujourd'hui, on connaît les niveaux des cours d'eau. On apprend à connaître de mieux en mieux les besoins de la plante par rapport à l'eau. On sait, de façon affinée, l'évolution du climat. Faisons tourner des algorithmes, niveau des cours d'eau, besoin de la plante, projection de météo, et on va aider à pouvoir avancer dans la gestion de l'eau. Ça, c'est un élément important. Après, il y a la génétique aussi. Les plantes qui vont mieux s'adapter au stress hydrique, ça c'est quelque chose d'important. Il ne faut rien exclure. Et puis après, au niveau de la ressource en eau, le stockage, je l'ai évoqué, il ne faut pas faire de dogmatisme là-dessus, le stockage sera indispensable. On dit qu'en France, tous les grands projets restructurants ont été faits. Je ne crois pas que si on intègre le changement climatique, ils aient tous été faits. Je pense qu'il y a des projets qu'il va falloir réfléchir. Il va y avoir du petit stockage pour des petits agriculteurs, des projets de territoire plus globaux. Il va y avoir une évolution. Et puis, vous savez, le monde agricole bouge constamment. Il évolue aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la nature. Par exemple, en hiver, il n'y a plus de terre quasiment nue. Beaucoup d'agriculteurs font des couverts hivernaux pour laisser les terres couvertes toute l'année. On découvre sur la plante, sur la génétique de la plante. On sait qu'il y a des communications entre les plantes. On va découvrir plein de choses, sur le sol également, la nature du sol. Donc tous ces éléments vont contribuer pour nous aider à améliorer à la fois l'efficience de l'eau et la production. Maëlène, donc on a commencé à parler de cette manière d'étendre l'accessibilité en eau. Est-ce qu'il y a aussi d'autres alternatives qui existent pour diversifier la ressource ? Ça a été évoqué à l'instant. Il y a le sujet de la réutilisation des eaux usées traitées, sortie station d'épuration, qui est une ressource alternative aux ressources classiques utilisées pour l'irrigation. Alors, qu'est-ce que c'est peut-être déjà la réutilisation des eaux usées traitées ? Faut bien, chaque mot a son importance, c'est de la réutilisation d'eau usée traitée. Donc on part d'une station d'épuration qui, au lieu de rejeter au milieu naturel, va ajouter un traitement complémentaire qu'on appelle traitement tertiaire pour traiter de façon complémentaire l'eau et être du coup conforme à la réglementation qui permet d'utiliser cette eau pour l'irrigation. Donc, ce n'est pas de l'eau directement sortie station d'épuration. Il y a bien un traitement adapté. Traitement tertiaire, ça veut dire qu'on va rajouter éléments... Et on va rajouter des éléments de traitement technologique. Donc, ça peut être des UV, ça peut être du chlore, ça peut être de la microfiltration. C'est des traitements complémentaires qui vont permettre de continuer le traitement de l'eau, d'abattre un peu plus, d'abattre notamment les paramètres microbiologiques de façon à être conforme aux critères qui permettent d'utiliser cette eau pour l'irrigation. Donc, une fois qu'on a fait ce traitement, on a une eau qui est conforme aux critères d'irrigation et on peut utiliser cette eau pour l'irrigation. Malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très peu développé. On a moins de 1% des eaux usées qui sont réutilisées en France. Et on disait à l'instant, il faut se comparer aux pays d'Europe du Sud qui seront notre climat de demain. Et ces pays-là ont des pratiques beaucoup plus développées. C'est 30% en Espagne, 15% en Italie. Et en Israël, c'est 90%. Donc, on voit qu'il y a plein de pays qui utilisent déjà massivement cette pratique. Donc, il n'y a pas de raison de la développer ici en France. Et en plus, des fruits et légumes qui sont importés en France. Donc, Oui, c'est ça. Il y a cette petite anecdote. Voilà, c'est ça, c'est que un avocat sur 2 consommé en France est produit en Israël. Et tous les avocats d'Israël sont produits à partir de réutilisation des eaux usées traitées. Donc nous consommons déjà de toute façon en France des produits à partir d'eaux usées traitées. Mais ça ne pose pas de problème parce qu'il y a un sondage réalisé par le baromètre Elabe Veolia de l'année dernière qui disait que 80% des usagers, des consommateurs, sont prêts à consommer des produits issus de l'agriculture qui ont utilisé des eaux usées traitées. Donc ce n'est pas un frein en fait aujourd'hui. Oui, ce n'est pas une barrière psychologique. Non, visiblement ça l'était il y a quelques années, mais aujourd'hui les utilisateurs, les consommateurs sont tout à fait prêts à consommer ce type de produit. Parce que s'il y a une barrière, c'est plutôt une barrière réglementaire. Alors, il y a une barrière réglementaire, faut se l'avouer. La réglementation, il y a une réglementation en France depuis longtemps. Il y a une réglementation dès 2010 sur cette pratique qui était complexe, contraignante, ce qui fait qu'il y a très peu de projets qui sont développés en France. Il y a un règlement européen qui est arrivé à partir de 2023 avec une déclinaison en France. Ça reste compliqué, pour être tout à fait honnête. Ça reste contraignant et donc ce qui inquiète en fait l'ensemble des acteurs qui doivent se lancer dans ces projets-là. Et c'est pour ça que ces projets, quand ils se lancent, ils mettent aussi beaucoup de temps à se mettre en place, puisqu'il y a de la concertation nécessaire, il y a des échanges entre acteurs, il y a des organisations à trouver, il y a des arrêtés à obtenir. Donc en fait, c'est des projets qui sont très longs à se développer.
Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper. C'est que si la sécheresse n'est pas encore trop forte en France aujourd'hui, tant mieux. On a le temps de se préparer, mais c'est pas le jour où on sera au pied du mur qu'on se dira tiens, il faut faire de la REUT parce que là, on aura perdu 5 ans. REUT, qui est la réutilisation des eaux usées traitées. Voilà. Il faut longtemps. Il faut 3-5 ans pour qu'un projet sorte de terre de façon efficiente. Donc si on veut anticiper la sécheresse de demain, il faut s'y préparer dès maintenant. Est-ce qu'il y a une barrière technologique ou maintenant la technologie est vraiment... Non, je l'ai dit, 80%, 90% même en Israël, il n'y a absolument aucune barrière technologique. C'est des solutions techniques qui existent, qui sont déployées dans d'autres pays. Donc la technique n'est pas un souci. C'est un souci de mise en œuvre et puis un souci de coût. Il faut être tout à fait honnête. C'est forcément une eau qui est traitée, processée, va coûter plus cher que l'eau qui tombe du ciel. Mais par contre, quand c'est la seule ressource pour protéger une production agricole, une activité économique sur un territoire, l'analyse coût-bénéfice doit se faire et l'ensemble des acteurs doit y prendre part. Et vous avez cité justement cette étude menée entre Elab et Veolia. Est-ce que vous savez quelle proportion d'agriculteurs utilisent déjà ces solutions et quels sont leurs freins de leur côté? Oui. Donc, j'ai dit, en France, c'est moins de 20% des volumes. Donc, du coup, c'est pas beaucoup. Donc, sur les 800 agriculteurs interrogés lors de l'enquête, c'est 6% qui utilisent déjà ces pratiques. Et par contre, 25% sont tout à fait prêts à l'utiliser. Et pour ceux qui doutent, arrivent en premier les craintes sur la partie aspect environnemental et sanitaire. Donc là, il faut les rassurer parce qu'on a des éléments pour les rassurer. Et en deuxième, juste derrière, à 50%, c'est les contraintes réglementaires dont on vient de parler assez logiquement. Éric Fréteillère, vous, comment est-ce que vous communiquez vous échangez avec les agriculteurs avec lesquels vous travaillez justement? Est-ce que vous arrivez à penser toute une stratégie globale de gestion de l'eau avec eux? Oui, tout à fait. Alors, juste pour rebondir là sur la réutilisation des eaux usées traitées, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a un règlement européen qui est plus contraignant en fait que le règlement français qui doit s'appliquer. Donc c'est déjà un premier frein. Le deuxième, vous l'avez évoqué, c'est l'aspect économique parce que c'est une eau qui est beaucoup plus chère. Et puis le troisième élément, c'est un aspect de responsabilité par rapport à la qualité sanitaire de l'eau qui est mise. Il faut protéger l'agriculteur, de pas lui reprocher s'il y a un problème sanitaire que ça lui retombe dessus. Donc tous ces éléments font que il y a peu de projets en France pour l'instant. Effectivement, vous évoquiez l'Israël, qui est un des pays les plus arides au monde et qui nous importe des avocats, etc., qui exportent des avocats dans pratiquement le monde entier. Alors ça pose une autre question, c'est que au-delà du changement climatique pour le monde agricole, depuis la période du Covid, on a été confronté à cette volonté de préserver notre souveraineté alimentaire. Préserver notre souveraineté alimentaire, c'est limiter nos importations. Et je crois qu'en France, on a absolument tout pour le faire. Je l'ai dit en amont, on est un pays qui a beaucoup d'eau, même si la répartition, elle est un petit peu différente. On a une connaissance inégalée en termes d'agriculteurs et de production agricole. Et je crois qu'on a tout pour produire. Et on doit se poser des questions quand on importe des produits de pays qui ont un accès à l'eau beaucoup plus contraint que le nôtre, de la finalité de ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'agriculteurs. C'est pour ça que l'enjeu de l'eau, il est absolument fondamental pour pouvoir répondre et essayer de trouver une solution par rapport à cette sécurité alimentaire. Je pense qu'on a tout en France pour pouvoir produire. Est-ce qu'il y a des pratiques culturelles, est-ce que des bonnes pratiques, des manières de gérer son exploitation qui permettraient de réduire la tension sur l'eau? Alors, pour comprendre la complexité du monde agricole, je vais vous donner un petit exemple. La théorie de l'esquive. La théorie de l'esquive, c'est on sème plutôt, je prends l'exemple du maïs, on sème plutôt son maïs. Normalement, le maïs, il sème au mois d'avril, courant le mois d'avril. Et il a ses besoins en eau au moment de la floraison qui se situe fin juillet. On se dit, si on a des printemps plus chauds, si on sème au mois de mars, on va avoir les besoins décalés au mois de juin, à une période où on a plus de chances d'avoir de l'eau. Donc, on va diminuer le volume d'eau. Donc, on incite tous les agriculteurs à faire ça. Malheureusement, ça a commencé il y a 3 ans. Printemps précoce, superbe. Les agriculteurs sèment, ils sont ravis dans de très bonnes conditions. Au mois de mars, superbe. Au mois d'avril, les plantes avaient déjà bien poussé. Sauf que là, on a eu des gelées tardives du mois d'avril et ils ont perdu toute leur production. Donc, inciter les agriculteurs, c'est pas quelque chose de cartésien comme une usine où on peut produire, on vous dit on va décaler la production, on va sortir. Non, c'est très fragile. Mais il existe des théories, bien entendu. À la fois, j'évoquais les couverts hivernaux. Les couverts hivernaux
retiennent l'humidité, retiennent l'eau et permettent, lorsqu'on travaille derrière, de pouvoir avoir des sols qui sont plus humides. La théorie de l'esquive peut marcher aussi sur certaines années. Mais le voilà, il y a toujours des risques. climatique aussi fait que chaque année, maintenant, elle est moins... c'est moins visible. Tout à fait. Et en fait, le risque, c'est l'agriculteur qui le prend sur son exploitation. Donc c'est très très complexe. Mais effectivement, il existe des solutions. Et puis souvent, on dit, mais il faut changer vos assolements. Il faut aller vers des assolements qui consomment moins d'eau. Mais un agriculteur, lorsqu'il fait une production, il a une production chez lui. Je vais vous donner mon exemple. Je suis producteur de maïs irrigué sur une exploitation qui produit du maïs depuis 65 ans, ce qui est souvent marqué comme une culture emblématique consommatrice de l'eau. Je suis en Périgord. Mon maïs, il reste en local et il sert à produire tous les bons produits, les foie gras, les magrets pour l'alimentation des poulets, des cochons et de la volaille. Et donc, en fait, ce maïs, il y a une histoire sociale et familiale de production. Il y a une culture. Derrière cette culture, il y a une production. Derrière cette production, il y a une filière. Derrière cette filière, il y a un territoire. Et en fait, une production agricole, c'est un ensemble d'enjeux sur un territoire. C'est pas uniquement un agriculteur qui décide aujourd'hui, je fais du maïs, demain, je vais faire du tournesol, après-demain. Ça implique beaucoup de choses. Il faut pouvoir le commercialiser, il faut avoir les outils pour le produire, pour le semer, pour le récolter. Et donc, ce sont des enjeux qui sont très, très importants. Le gouvernement a présenté un plan eau en 2023. Est-ce que c'est un plan qui répond à ces problématiques agricoles? Et là, maintenant, en 2025, est-ce qu'on peut déjà en tirer un bilan? Alors, le monde agricole, ce plan eau a été annoncé suite aux grands mouvements de manifestation qui ont été d'une ampleur historique dans le monde agricole. Le plan eau annoncé par le président de la République avait été très bien perçu parce qu'effectivement, le monde agricole a pris conscience et s'est dit « Enfin, les pouvoirs publics et politiques prennent conscience de la nécessité de l'eau et du rôle de l'enjeu de l'eau pour l'agriculture. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ces manifestations, il y avait le revenu des agriculteurs qui revenait en priorité. En 2, c'était la reconnaissance. Et en 3, c'était la problématique de l'eau. Ce qui veut dire que l'eau est un enjeu majeur. Le président de la République y a répondu. Malheureusement, depuis 2 ans aujourd'hui, on a enchaîné une instabilité gouvernementale, on a enchaîné un nombre de premiers ministres qui se sont succédés et les lois n'ont pas avancé. Il y a juste avant le salon de l'agriculture, la LOA, qui est issue notamment de cette émanation-là, une partie a été votée et il y a quelque chose de fondamental qui a été voté pour moi, c'est l'intérêt général majeur de l'agriculture. Parce que l'eau est un des enjeux très complexes pour nous, parce que d'un point de vue politique, nous sommes rattachés au ministère de l'Environnement et nous sommes des agriculteurs. Et souvent, malheureusement, entre ces deux ministères, il y a des incompatibilités et des difficultés de compréhension. Et dans la priorité de la loi sur l'eau est assez intéressante pour ça, c'est une directive cadre européenne qui est déclinée en France par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. D'ailleurs, c'est intéressant de comparer parce que chaque État membre l'interprète cette directive comme il la souhaite dans son pays, et on s'aperçoit des inégalités qu'on a vis-à-vis des autres pays européens. Par contre, dans la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, il y a des ordres de priorité. En premier, c'est l'eau potable, ce qui est le cas dans le monde entier. En numéro 2, en France, c'est le milieu. En numéro 3, c'est l'industrie. L'agriculture se trouve qu'en 5e position. Et ce qui fait que ramener notre agriculture d'un intérêt général majeur, c'est dans la hiérarchie des normes, et notamment dans les jugements dans lesquels sont souvent attaqués l'agriculture, ramener l'intérêt général majeur de notre agriculture, c'est la ramener au niveau du milieu, parce qu'il faut quand même rappeler que l'être humain, il a besoin de s'hydrater avec une eau potable, de respirer un air de qualité et de manger. Et de se nourrir, c'est l'agriculture. Malène Poitrevenot, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de projet, peut-être accompagné par Veolia, qui fonctionne bien et dont la gestion de l'eau qu'on fonctionne bien? Alors si j'ai le temps, je vais même en prendre 2, mais je vais rebondir sur ce que vous disiez à l'instant sur le maïs, puisqu'on a mené en fait un gros projet dans le sud-ouest, sur la station d'épuration d'Oreillon à côté de Tarbes, un projet de démonstration et d'expérimentation avec tout un tas de partenaires académiques et du monde des startups et des PME locales. L'objectif, c'était de mettre en place un projet de réutilisation des eaux usées traitées sur des exploitations agricoles en proximité de la station d'épuration et de faire un très large plan de surveillance de la pratique pour démontrer l'intérêt, l'innocuité de la pratique. Donc on a suivi
à peu près 300 paramètres dans l'eau, dans les plantes, dans le sol et même dans l'air pour amener de la connaissance en fait à l'ensemble des parties prenantes, donc les usagers, les agriculteurs, et montrer que les pratiques en place permettaient de produire en toute sécurité, qu'on avait même un intérêt agronomique et économique par rapport au rendement des cultures sur cette pratique, et également de rassurer l'ensemble des populations sur la réglementation. Elle met des barrières en termes de qualité sanitaire qui permettent effectivement de garantir cette qualité. Donc l'ensemble de ces données a permis de démontrer cet intérêt-là. Et quand on voit que le frein principal à mettre en place, il est réglementaire, on a un vrai sujet, mais aussi crainte sanitaire, le fait d'avoir ces données permet de les porter à connaissance de tout le monde et de démontrer l'intérêt de cette pratique-là. Et on avait aussi pu mettre en place exactement ce que vous disiez, un système de pilotage de l'irrigation et de la ferti-irrigation, parce qu'il reste un petit peu d'azote dans les eaux usées traitées, donc c'est autant d'économiser. Et on avait mis en place un programme de pilotage donc, qui avait permis d'économiser 30% d'eau aux agriculteurs qui pilotaient leur eau avec ce système-là, et 10% d'économie d'azote grâce à l'azote qui était présent dans l'eau. Donc un intérêt global pour tout le monde. Donc ça, c'était un projet de recherche et de démonstration. Et dernier petit exemple, c'est dans le sud de la France, à Gruissant, où Veolia et la station d'épuration irriguent 80 hectares de vignes grâce à ces eaux usées traitées. Mais encore une fois, c'est des expérimentations qui ont démarré en 2010 sur ce site-là. Et donc on voit qu'il faut très longtemps pour que ça se mette en place. Mais aujourd'hui, ça y est, les vignes sont irriguées grâce aux eaux de la station d'épuration, et c'est donc 80 hectares qui économisent de l'eau grâce à cet usage. Éric Frédéric, rapidement, parce que c'est la fin de cette émission, est-ce que comment vous voyez l'avenir, comment vous préparez une année sur l'autre, la gestion de l'eau, est-ce que vous avez des données sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ? Bien, je prends conscience qu'on va pouvoir se rapprocher de Veolia pour travailler en collaboration avec le monde agricole, et ça, c'est déjà un premier point très intéressant. Vous savez, sur une exploitation agricole, l'eau est passée d'un facteur de productivité à un facteur de durabilité. Parce qu'on s'aperçoit notamment sur le dernier RGA, que le recensement agricole, que en fait, les exploitations irriguées se transmettent beaucoup plus que les autres. Et au-delà de tout ça, moi je crois que, vous savez, le monde agricole, dans les années à venir, on l'a vu, tous les enjeux qu'il va y avoir, changement climatique, souveraineté alimentaire, il va falloir qu'on produise, et le monde agricole va devoir changer. Il va devoir changer ses pratiques. Par contre, on ne change pas les pratiques du monde agricole comme ça du jour au lendemain. Par contre, l'eau est l'élément majeur qui sera un accélérateur de la transition agroécologique. Et c'est un des messages que je voulais faire passer. Donner de l'eau à un agriculteur. D'abord, contrairement à ce que parfois j'entends dire, les exploitations irriguées sont souvent les plus petites parce qu'elles ont les plus grosses valeurs ajoutées à la surface. Aujourd'hui, toutes les productions industrielles, eh bien, ce sont les... Ils nécessitent d'avoir l'irrigation parce que sans irrigation, ils refusent de produire. Donc, pour accélérer cette transition, il va falloir donner de l'eau aux agriculteurs. Et on l'a vu tout à l'heure, tous les moyens vont être importants toutes les cartes vont être importantes à jouer pour jouer cette transition. Et au-delà de tout ça, je crois, j'évoquais la relation entre l'agriculture et l'environnement, je pense que l'eau peut jouer ce rôle d'interface entre l'environnement et l'agriculture. On va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup à tous les deux. Éric Frédéric, vous êtes président des Irrigants de France et agriculteur. Et Maëlène Poitrenaud, vous êtes responsable innovation et développement activité agriculture chez Veolia. Merci beaucoup à tous et tous de nous avoir suivis. C'était le podcast Le Champ des Possibles. Ce podcast vous a été présenté par Veolia.